Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que vous me demandez très souvent, autant les personnes qui sont en L1, en L2 et même en L3 puisque la plupart vous êtes concernés. C'est sur le TER, le travail d'études et de recherche, ou alors on l'appelle aussi le mémoire, notamment pour ceux qui sont en master. Alors du coup dans cette vidéo je vais vous parler de ce fameux TER. Sachez que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus que vous allez pouvoir retrouver dans le petit ou alors dans la barre d'infos si ça vous arrange. C'est une vidéo que je vous avais fait l'année dernière justement, du moins il y a quelques mois, sur mon TER, la présentation, etc. Donc je vous ai quand même parlé de pas mal d'informations dans cette vidéo là, mais sachez qu'aujourd'hui je vais peut-être reprendre certains points, je vais le faire un petit peu autrement. Je n'ai pas regardé cette vidéo depuis, là je reprends un petit peu les bases pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations. Avant de commencer à rentrer dans mes explications, à vous expliquer un petit peu à quoi sert un TER, je voulais quand même vous dire que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va concerner des choses que j'ai appris à ma fac. Je n'ai fait qu'une seule fac, de ma licence à aujourd'hui ma première année de master. Je suis toujours dans la même fac, donc c'est souvent les mêmes consignes, les mêmes attentes, et c'est surtout l'attente de mon professeur. Et donc ça sera peut-être pas les mêmes attentes que votre professeur a envers vous. Ça c'est un petit peu voilà pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'un TER, de comment s'organiser, parce que c'est là-dessus que je vais appuyer ici. Mais sachez du coup que votre professeur va potentiellement vous demander d'autres consignes, d'autres modalités. Il va peut-être pas vouloir que vous fassiez comme moi je le fais, et donc je vous invite fortement à demander à votre professeur de valider un petit peu toutes ces consignes là. Petite information importante à préciser, ici je vais vous parler seulement de la partie revue de littérature. Ça correspond en fait à la toute première partie que l'on doit rédiger, qui nous est demandé d'être rédigée avant de faire notre mémoire concrètement. Je vous ai donné un exemple ici, si par exemple vous travaillez sur la schizophrénie et la gestion des émotions, votre première partie dans la revue de littérature va être seulement la notion de schizophrénie qui va être définie, ensuite gestion des émotions pareil, ensuite vous allez devoir faire le lien entre les deux et tout ça comblé de plusieurs littératures. Bien sûr, après tout ça, il y aura tout ce qui est problématique, hypothèse, et ensuite vous pourrez faire passer vos questionnaires, ensuite vos statistiques, rédiger votre conclusion, etc. Mais moi, avant, je vais vous parler de tout ça, et si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te laisse aller voir cette vidéo. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un TER? Donc le TER, c'est un travail d'études et de recherche. Je sais qu'il y a des facs qui appellent ça aussi TIR, il me semble. En fait, c'est un peu un mini-mémoire qu'on vous demande de faire. Parfois, on vous le demande pas, lors de la licence, notamment de licence de psychologie, parce que là du coup je parle de la licence de psychologie, mais en fait c'est un travail d'études et de recherche. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite étude scientifique, j'allais même dire une étude scientifique, peut-être pas au même niveau que la thèse, mais c'est une étude scientifique, c'est vraiment le premier dossier sérieux qu'on vous demande, parce que en licence je sais qu'on nous demande pas mal de dossiers, mais celui-ci est vraiment sérieux parce que vous avez une revue de littérature, vous avez une population sur laquelle vous avez joué, vous avez des questionnaires parfois à faire passer, voire même plus, c'est-à-dire des groupes ou des programmes à faire passer, et vous avez des statistiques, et donc à la fin de tout ça vous devez faire une présentation, du moins c'est ce qu'on a dû faire en L3. Maintenant que je suis en master 1 de psycho, on nous demande la même chose sur un an. Je sais qu'il y a des facultés qui demandent ça sur 2 ans, un mémoire sur 2 ans, il y a beaucoup de facultés, et même moi je m'attendais à ce que mon mémoire dure 2 ans, mais en fait non. En M1, là je suis en train de faire un petit mémoire, donc un petit TER, et puis en M2 je vais devoir faire un nouveau avec des nouvelles problématiques. Donc du coup, étant donné que j'en ai déjà fait un TER, je suis en train de refaire la même chose avec d'autres notions. Donc c'est vrai que j'arrive à avoir un petit peu plus de recul sur comment s'organiser pour entamer un TER, comment trouver son sujet, etc. Et c'est là-dessus que je vais vous parler maintenant. Alors il me semble que cette fois-ci j'avais répondu à cette question dans ma toute première vidéo où je vous ai parlé du TER, où je vous avais expliqué comment en fait on pourrait trouver son sujet, parce que beaucoup me demandaient mais je trouve pas de sujet, etc. C'est vrai que c'est délicat à trouver un bon sujet. En général on est quand même tous plus ou moins intéressés par plusieurs notions, mais on sait pas comment mélanger ces notions-là. J'ai souvent essayé de réfléchir seule à ça parce que je voulais une problématique qui me fasse vibrer, une problématique vraiment qui me passionne, et pour moi c'était inévitable du coup que je la trouve moi-même. Alors c'est très personnel, mais si vraiment vous n'avez pas de problématique, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de regarder des études scientifiques. Plus loin dans la vidéo je vous parlerai des sites internet pour accéder à ces études scientifiques, donc restez là. Mais voilà, si vous ne trouvez pas de sujet, c'est de regarder les études scientifiques. Qu'est-ce
qu'est-ce qui se fait dans la littérature, qu'est-ce que les auteurs font comme recherche et qu'est-ce qui ne se fait pas. Et pour répondre à cette problématique de qu'est-ce qui ne se fait pas justement, vous allez être très vite dirigé notamment dans la discussion que les auteurs font en général. Ils marquent souvent que par rapport à leur étude qu'ils auront menée, eh bien les recherches suivantes pourront être amenées à faire telle et telle recherche. Et c'est là où ça va vous aider. Parce que c'est vraiment dans la discussion et notamment dans la conclusion finale des études scientifiques où les auteurs en général ils font une phrase pour orienter les études qui vont se faire par la suite et pour compléter du coup l'étude qu'ils ont fait qui est souvent plein de limites comme chaque étude, c'est normal, et c'est là où vous pourrez potentiellement trouver votre sujet de recherche. Maintenant on va passer à comment s'organiser quand on a un TER à faire. En général c'est un TER qui se fait sur toute l'année. Les profs sont plus ou moins là pour vous aider. Je sais qu'il y a des profs qui sont pas forcément présents et je sais qu'il y en a qui sont très présents, très à l'écoute. Moi j'ai eu la chance pour ces 2 années, donc l'année dernière en L3 et cette année en master, d'avoir des profs qui sont très présents, donc c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai des questions, ça leur pose pas de problème que j'aille toquer à leur bureau et que je leur pose toutes mes questions, donc n'hésitez pas à le faire aussi si vous avez cette possibilité là. Donc c'est inévitable, mais le premier point que je vous conseille c'est justement de trouver une problématique, tout simplement. Ça paraît très bête, mais vous ne pourrez commencer un TER, un mémoire, si vous n'avez pas de problématique. C'est très logique tout ça. Donc premièrement, attardez-vous sur votre sujet, attendez d'avoir un bon sujet, d'être sûr de travailler là-dessus pour entamer les recherches plus approfondies. La deuxième étape du coup que moi j'ai fait une fois que j'avais trouvé mon sujet de recherche, c'est que j'ai commencé à écrire un plan plus ou moins détaillé, mais un plan qui va vous permettre vous de vous structurer dans un premier temps. C'est un plan très général, mais c'est souvent ce qu'on nous demande. Par exemple, et là du coup je vais aussi répondre à une seconde problématique qu'on me pose très souvent, c'est sur quoi porte mon sujet actuellement. Grossièrement, je travaille sur la notion d'affirmation de soi et sur la notion de gestion des émotions. Donc j'ai deux notions dans ma problématique qui sont super importantes. Comment va se porter mon plan? Tout simplement que dans un premier temps, je vais parler de l'affirmation de soi. Dans un deuxième temps, je vais parler de la gestion des émotions. Et dans un troisième temps, c'est-à-dire ma troisième partie, va traiter de ces deux concepts que je vais lier seulement en troisième partie. Ce que je suis en train de vous parler de ce plan-là, c'est ce qu'on appelle la revue de littérature. Cette revue de littérature, elle va vous permettre donc de prendre en compte beaucoup de recherches et d'études qui ont été faites sur les notions que vous traitez, et c'est ce qui va orienter votre étude à vous. Et c'est là où on va un petit peu comprendre, c'est un peu une histoire où vous racontez un petit peu les définitions, les modèles qui ont été faits sur vos notions, et à la fin vous en découlez en disant bon maintenant on sait ça, et bien moi je vais travailler là-dessus parce que cette étude a dit que ça c'était important, etc. C'est souvent très important de mettre beaucoup de références. Je sais que ma prof l'année dernière a été très pointilleuse sur les références, elle me disait qu'il fallait tout le temps mettre des références. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'auteurs. Par exemple, si dans un premier temps vous donnez la définition de l'affirmation de soi, en général vous la prenez d'un auteur, et c'est cet auteur là qu'il faut citer. Vous mettez à la fin de votre phrase entre parenthèses le nom de l'auteur, virgule, et la date à laquelle il a publié l'article, et vous fermez la parenthèse, et cet auteur-là doit se retrouver en bibliographie. Si par exemple la personne veut en savoir plus, elle peut se référer à la bibliographie et elle arrivera à le retrouver avec le nom d'auteur en général. Et ça, c'est ce qu'on appelle les normes APA, c'est-à-dire que toute votre revue de littérature, elle doit correspondre à ce qu'on appelle du coup les normes APA. Les normes APA, ce sont des consignes qui sont données à tous les auteurs qui sont censés faire des études. Alors il n'y a pas tout le monde qui les respecte. Normalement vous êtes censé écrire en Times New Roman, il me semble. Vous êtes censé avoir vos titres en gras et en 14. Vos sous-titres peut-être en italique, j'en suis pas sûre, et vous devez avoir un interligne de 1,5, tout ce genre d'informations. Et bien ça c'est les normes APA. Je vous mettrai des liens en barre d'infos où ce sont des sites qui vous expliquent les normes APA et du coup comment les utiliser si ça vous intéresse. La troisième étape dans l'organisation de votre TER, ça va être le fait de devoir être amené à lire des études scientifiques en lien avec votre mémoire, en lien avec votre TER.
Si vous décidez de commencer à rédiger votre partie sur l'affirmation de soi, il va falloir un petit peu lire les études scientifiques qui ont été faites sur l'affirmation de soi. Donc moi ce que je fais en général, c'est que sur mon bureau c'est organisé de cette façon, c'est-à-dire que j'ai mon petit dossier université où j'ai tous mes cours à l'intérieur, et puis à l'intérieur de ce dossier j'ai un autre dossier qui s'appelle études scientifiques. Et dans ce dossier études scientifiques, il y a un dossier affirmation de soi, un dossier gestion des émotions et un troisième dossier qui est écrit les deux pour en fait lier ces deux notions-là. Et à chaque fois que je trouve une étude scientifique parlant de l'affirmation de soi, je vais le mettre dans ce premier dossier. Si c'est une étude scientifique qui parle de la gestion des émotions, je vais le mettre dans mon deuxième dossier. Et si c'est une étude scientifique qui lie un petit peu les deux, je vais le mettre dans ce troisième dossier. C'est-à-dire que je me catégorise comme ça, de façon à ce que le jour où je décide de rédiger mon TER, eh bien lorsque je vais vouloir lire des études en lien seulement avec l'affirmation de soi, je vais dans ce dossier et là j'ai toutes mes études sur l'affirmation de soi. Voilà comment je m'organise sur mon ordinateur. Il faut savoir que c'est pas la seule façon que j'utilise pour m'organiser. Et maintenant du coup on arrive au quatrième point qui est fortement en lien avec ce troisième, puisque en plus de cette organisation sur l'ordinateur, pour pouvoir me repérer, j'utilise un petit cahier. Alors ce petit cahier c'est celui-ci, donc c'est banal, hein. Vous pouvez prendre le cahier que vous avez, ça peut être un grand cahier, ça peut être un petit cahier comme celui-ci. J'ai choisi un petit pour pouvoir le transporter de partout, et puis surtout je savais que j'allais pas le remplir. Prenez un cahier où vous êtes à l'aise quand même, parce qu'il va vous suivre pendant un petit moment, et c'est pour ça que je l'ai pris à spirale, parce que en général ce sont mes préférés. Alors pour vous expliquer rapidement, quand vous tournez la première page, j'ai fait une petite légende, c'est-à-dire que j'ai fait un code couleur. L'affirmation de soi, c'est mon fluo jaune, les émotions, c'est mon fluo bleu, les deux concepts, ça va être le violet, et puis tout ce qui est relatif au questionnaire, ça va être fluoté en rose. Tout le reste, c'est des petites choses que je me note à moi. Par exemple, si c'est surligné en vert, c'est parce qu'il faut que je reformule. Et puis, notre professeur nous a donné la consigne d'utiliser beaucoup plus d'études scientifiques en anglais plutôt qu'en français. Donc c'est pour ça que lorsque c'est en français, je marque FR en bleu. Lorsque c'est en anglais, je marque EN pour pouvoir me repérer. Donc là, c'est ma légende. Maintenant, je la connais par cœur, donc j'ai plus besoin de la regarder. Lorsqu'on tourne les pages, en fait, vous allez vous rendre compte sur mon petit cahier, et après vous faites comme vous le voulez, vous allez vous rendre compte sur le mien que du coup chaque page correspond à une étude scientifique. Prenons un exemple avec cette étude scientifique parce que je trouve que c'est la plus complète. Donc à chaque fois en bas j'écris le numéro de la page, ensuite au-dessus, ce que vous allez voir, c'est tout simplement le titre de mon étude scientifique. Lorsque c'est écrit en anglais, je l'écris en anglais. Lorsque c'est écrit en français, je l'écris en français. Je ne fais pas de traduction sur le titre. Je n'oublie pas surtout d'écrire l'auteur, et là je l'ai oublié, mais en général j'écris la date à laquelle il est sorti. Ça m'aide beaucoup pour faire les normes à pas. Là c'est la notion de gestion des émotions, donc c'est ce que j'écris dans la marge avec le questionnaire, et tout ça je le flotte en fonction de mes codes couleurs. Si je mets une petite étoile en haut, cette petite étoile correspond en fait à une étude qui va être très importante et très déterminante dans ma revue de littérature. C'est souvent dans ces études là où j'utilise en fait tout ce qui est mes modèles explicatifs de la notion de gestion des émotions ou de l'affirmation de soi. À quoi ça sert d'avoir un petit cahier? Vous allez me dire, mais attends, tes études elles sont déjà sur ton ordinateur, ça sert à quoi que tu aies ce cahier là? En fait ce cahier, pour moi déjà, moi qui suis visuelle, ça m'aide énormément. J'arrive rapidement du coup à voir si l'étude va être bien pour moi ou non. Ça m'évite à chaque fois d'ouvrir tout un tas de fenêtres sur l'ordinateur et là de les traiter, parce qu'en général je sais plus où j'en suis. Là elles sont classées et au moins je sais où j'en suis. Ce que j'ai oublié d'ailleurs de vous dire, c'est qu'au milieu je n'écris pas toute l'étude scientifique qui a été réalisée. J'écris seulement des mots-clés. Là par exemple ça parlait de la définition, et c'est important pour moi parce que souvent je parle de plusieurs auteurs dans les définitions, je parle pas que d'un seul auteur. Et par exemple là ils ont parlé de 2 stratégies qui m'ont intéressée, donc je l'ai écrit. Et donc ça me permet de savoir où j'en suis et de pouvoir ensuite faire moi la recherche du petit cahier au bureau. C'est-à-dire que si par exemple je veux retrouver cette étude là parce qu'elle m'intéresse, je vais écrire dans la barre de recherche de mon dossier le nom de l'auteur et la date, ou encore je vais écrire page numéro 36 parce qu'à chaque fois que je répertorie mes dossiers sur l'ordinateur, je marque
du coup la page numéro 36 et c'est comme ça que j'arrive à m'organiser. Donc voilà un petit peu à quoi me sert ce cahier. Ça répertorie toutes mes études, j'ai vraiment une vue d'ensemble sur les études que je veux utiliser et du coup je me fais des mémos pour celles qui sont très importantes, comme par exemple celle-ci qui en fait répertorie un modèle que je vais utiliser. Pareil, je mets une petite étoile, j'ai même fait un schéma comme ça, quand je passe les pages, eh ben, celle-ci me saute aux yeux et au moins je sais où j'en suis. Et moi personnellement j'arrive tellement mieux à m'organiser par rapport à l'année dernière avec ce petit cahier que quand j'en avais pas, en fait j'avais tellement d'études scientifiques qui étaient répertoriées dans mon bureau, donc sur l'ordinateur, que du coup je savais plus où j'en étais, je savais plus comment m'organiser, alors qu'avec ça tout simplement je sais où sont mes études et je sais qu'est-ce que je traite, etc. Et surtout les études les plus importantes. Ce qui est pas mal aussi et ce qui peut aussi beaucoup vous aider, c'est par exemple si je suis sur mon petit cahier et que je suis sur la page 18, parce que sur la page 18 il y a une étude qui m'intéresse pas mal, et bien si par exemple je n'ai pas l'auteur sous les yeux, du moins la bibliographie, la norme à page, je peux marquer sur mon document page 18 et puis j'écris tout ce que j'ai envie d'écrire sur l'étude scientifique qui se réfère à la page 18 de mon petit cahier, et puis ensuite je reviens dessus, j'ai tout simplement à regarder le nom et puis je mets les normes à page et je le mets directement en bibliographie. D'ailleurs un petit conseil concernant la bibliographie, je vous conseille du coup fortement de l'écrire au fur et à mesure, parce que sinon c'est une grosse perte de temps que vous faites à la fin de tout reprendre. Des fois on n'en peut plus, on n'a même pas envie de les marquer. C'est super important parce que si votre professeur veut regarder l'auteur que vous avez cité dans votre revue de littérature et qu'il arrive en biblio et qu'il n'y a pas d'auteur, je pense pas que ça lui plaise vraiment, donc faites attention parce que la bibliographie aussi est soumise aux normes à part. Le dernier point que j'aimerais aborder ici qui pourrait vous aider, c'est tout simplement, je vais vous donner 2-3 sites qui pourraient vous aider dans vos recherches. Alors le premier site s'appelle PubMed, c'est un site où vous devez faire vos recherches, mais du coup vous devez marquer des mots-clés en anglais parce que c'est un site qui répertorie les articles en anglais. J'avoue que c'est pas du tout mon préféré parce que la plupart des notions que je recherche n'y sont pas, bizarrement. Peut-être que je m'y prends mal puisque mon prof m'a dit qu'il y avait toutes les notions dedans, mais je sais pas pourquoi moi j'arrive pas. Donc du coup je fais pas mal de recherches sur Google Scholar aussi, qui est un super bon site. Il y a aussi Science Direct qui est vraiment pas mal, et encore une fois vous avez aussi Kern qui est aussi pas mal parce qu'il répertorie beaucoup de choses. Si vous en avez d'autres en tête, je vous invite à les marquer en barre d'infos, ça pourrait beaucoup aider toutes celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Ça pourrait aussi beaucoup m'aider à moi du coup, puisque je suis encore en train de faire un petit peu quelques recherches avant de boucler définitivement cette revue de littérature. Autre chose que je voulais vous dire, si comme moi vous n'êtes pas très fort en anglais, sachez qu'il y a aussi des sites qui peuvent vous traduire vos articles scientifiques. Déjà dans Google Traduction, dans l'application, vous avez un moment écrit appareil photo, et lorsque vous mettez l'appareil photo sur quelque chose qui est écrit dans une certaine langue, par exemple l'anglais à français, et bien du coup ça va vous traduire instantanément la photo. Donc ça je trouve ça pas mal, mais moi j'ai découvert un autre site qui s'appelle DeepL, donc je crois que c'est deepl.com le site, et en fait vous mettez votre article qui est souvent en PDF dans une page Word et puis vous faites la traduction de français en anglais. C'est super pratique, ça fait une traduction de dingue. Moi du coup j'ai installé la petite application, comme ça j'appuie 2 fois sur CTRL-C et puis je peux avoir mon paragraphe qui va être traduit. Donc voilà un petit peu pour ça. Écoutez, je pense que j'ai fait une présentation générale, j'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais sachez que si vous avez d'autres questions, je suis encore là et je suis très souvent sur Instagram, donc je réponds à tout le monde, et pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je serai encore là pour vous répondre. Je voulais rapidement vous remercier pour la barre des 10 000 abonnés, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous le dire parce que toutes les vidéos que vous avez vues juste avant, elles ont été pré-filmées. Mais là c'est bon, on a passé la barre et je suis très contente, je suis très heureuse. Je vois que ça arrête pas d'augmenter, ça me fait même un petit peu peur, je vais pas vous le cacher parce que j'ai pas tellement l'habitude de gérer tout ça. Mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir, je me dis que tous les conseils que je vous donne sont sûrement utiles et en tout cas vous me renvoyez bien la donne, donc merci. Et puis sur ce du coup on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo, bye.